Bon, allez. Donc on reprend les exercices de mécanique. La dernière fois, on avait terminé la poulie. Ah oui, je proposais de faire le yo-yo. Donc un petit peu de dynamique. On n'est pas fini? Ah oui, exact, exact. Alors, donc, je vous rappelle la poulie. Alors, une masse M2 d'un côté, une masse M1 de l'autre. Et l'idée, c'était d'établir l'équation du mouvement. L'accélération de M1, par exemple. Bon, l'accélération de M1 vers le haut, c'est la même que l'accélération de M2 vers le bas. On avait vu comment relier donc, les accélérations, enfin les vitesses verticales avec la vitesse de rotation de la poulie et donc les accélérations. On avait donc résolu le problème complètement en principe. Et donc il y avait effectivement une question en plus qui consiste à retrouver l'expression de cette accélération en raisonnant sur l'énergie. Alors, qu'est-ce que vous suggérez ? Donc, conservation de l'énergie, en effet. Alors, pourquoi l'énergie se conserve? Parce qu'on a vu qu'il y avait donc, bon, il y a le poids M1G, il y a le poids M2G, il y a les tensions des fils, là. On avait appelé celle-là T2, celle-là T1. Puis, il y a tout un tas de frottements ici entre le fil et la poulie. C'est bien pour ça que la poulie va tourner. Donc, il y a quand même, a priori, il y a des frottements qui sont une force non conservative. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'énergie se conserve? Il y a aussi la réaction du support, mais la réaction de l'axe, enfin, le lien entre l'axe et la poulie, lui, pour le coup, il est supposé sans frottement. Hein. On peut en rajouter si on veut, mais lui est supposé sans frottement. Donc, si on écrit une conservation de l'énergie, il faut d'abord justifier, et puis il faut peut-être préciser le système. Les tensions, elles ne travaillent pas. Pardon? Les tensions ne travaillent pas. Les tensions ne travaillent pas. Ah bon? Le travail, c'est quoi? Delta W égale F scalaire dr. Enfin, ouais, déplacement. La tension, par exemple, sur cette masse-là, si la masse se déplace verticalement, il va y avoir un travail des tensions. Les tensions vont travailler, là. Alors, peut-être qu'elles s'annulent. En fait, non, parce que... Enfin, peut-être qu'elles s'annulent. Il faudrait voir... Je ne sais pas si on avait calculé les tensions hier, du coup. Bah si, on les avait peut-être écrites complètement, mais en résolvant le système, elles étaient là, quoi. Je ne sais pas si on les avait écrites, mais on les avait. Alors, juste parce que, du coup, T1... mettons que ça tourne dans ce sens-là, si M2 est plus grand que M1. T1 va travailler positivement, T2 va travailler négativement. Alors, ça va être le même déplacement. Si c'est la même tension aussi, alors le travail va se compenser. Mais est-ce que c'est la même tension? Comme le fil est inextensible, ouais. Le fil est inextensible, mais néanmoins, cette tension qui s'applique à ce corps-là a un travail qui n'est pas nul. La force scalaire le déplacement n'est pas nulle, donc cette tension travaille. Alors cette tension travaille si on s'intéresse à ce système-là. On peut écrire le théorème de l'énergie cinétique, ce qui est équivalent à la conservation de l'énergie, pour cette masse-là, auquel cas il faut dire, par exemple, si on s'intéresse au corps 2, on va dire que d de EC2 sur dt égale, ou si vous voulez, d de EC2 égale le travail du poids M2G,
enfin, delta W de M de G plus delta W de T2. Somme des forces. Ce sont les deux seules forces qui s'appliquent sur le corps 2. Donc ceci sera vrai. Ça va faire quoi? Le delta W de M de G, ça va faire M de G dz2. D'accord? Avec un signe moins ou plus. Si Z augmente, donc si dz2 est positif, alors le travail est négatif. Hein. Si le corps augmente, le poids qui tire vers le bas est négatif. Donc si dz2 est positif, ça doit être négatif, donc c'est avec un signe moins. Hein. Donc voilà le travail du poids. Et puis là, il y a effectivement plus T2 dz2, hein, où T2 est la composante suivant UZ verticalement vers le haut. Donc voilà, on peut écrire ça, et donc ça c'est D de 1,5 de... Donc 1,5 de M... D de 1,5 de MV2 carré, donc c'est donc 1,5 de MV2 A2, par exemple. On peut écrire ça, c'est vrai, ceci est vrai. Alors il faut connaître T2 pour pouvoir l'appliquer. On peut écrire pareil sur M1, bref, on peut écrire des tas de choses. Qu'est-ce qui est le plus astucieux? C'est ça la question. On a déjà résolu tout le problème. Là, l'idée, c'est, donc en écrivant la relation fondamentale de la dynamique sur les deux corps et le théorème du moment cinétique sur la poulie. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Si on veut passer à l'énergétique, on peut écrire la conservation de l'énergie de lui, la conservation de l'énergie de lui, la conservation de l'énergie de lui. À nouveau, on peut reposer plein de choses et puis résoudre, et puis ça va marcher de toute façon. Est-ce qu'on peut quand même court-circuiter un peu les choses? Parce que c'est vrai que cette tension, elle travaille sur lui, mais si on considère comme système tout le système, les deux masses et la poulie, et le fil n'a pas de masse, enfin il est supposé sans masse, donc il n'y a pas, et il n'est pas extensible non plus, il n'y a pas d'énergie associée à ça. Si on considère tout, du coup les tensions sont des forces internes, parce que sur le système, oui, il y a T2 qui s'applique sur ce corps, mais il y a ce corps qui tire sur la ficelle, enfin c'est action et réaction, avec moins T2. Et donc ça va être le même déplacement avec des forces opposées. Donc les forces internes ne travaillent jamais, d'accord, hein, par action et réaction. Quand on écrit le théorème d'énergie cinétique, on a somme des travaux des forces extérieures. C'est tout. Plus intérieur, mais plus intérieur, ça fait 0. Donc, une façon de ne pas s'embêter avec les tensions, c'est de prendre un système au sein duquel ces tensions sont des forces internes. Parce que du coup, il y a aussi les forces réactives, enfin, l'action réciproque, qui aura le travail opposé, et donc on peut les oublier. Donc finalement, ça revient à dire que les travaux de T1 et T2 se comprennent. Derrière, ça veut dire que... Non, ça ne veut pas dire que cette force-là, le travail de celle-là et de celle-là se comporte. Ça veut dire que le travail de cette force-là et de cette force-là, moins T2, se compense. Et par ailleurs, T1 et moins T1 ont un travail qui se compense. Parce que là, on a dessiné T1 parce que implicitement, on s'intéresse à ce corps-là. Et on se dit, sur ce corps-là, il s'exerce la force T1 et puis la force M1G. Mais il y a aussi la force que la masse M1 exerce sur le fil. C'est une force qui est présente. Cette force, c'est pas le poids, du coup, pour le coup? Est-ce que cette force, c'est le poids? Si la force que la masse exerce sur le fil, c'est ça que vous... Ouais. Enfin, quand on a considéré des pendules, on n'a jamais considéré qu'il y avait une force en plus du poids qui tirait la masse du fil vers le bas. Parce qu'on s'est intéressé, donc quand on avait le pendule, on avait donc cette tension, T, et puis le poids, mg, d'accord? Mais bien évidemment, il y a aussi la force que le corps exerce sur le fil et qui est comme ça. Et puis il y a la force, ça c'est la force que la Terre exerce sur la masse, mais il y a bien évidemment la force que la masse exerce sur la Terre. La Terre est attirée vers le haut là.
Donc, on s'intéresse voilà. Donc tout dépend du système dont on parle. Des forces, il y en a partout. Il y a aussi la force que ce petit bout de fil exerce sur le petit bout de fil d'à côté. Voilà, donc c'est des forces internes dès lors qu'on considère que ça fait partie du système. Donc quand on s'est intéressé au pendule, effectivement, on a écrit ces deux forces-là parce que notre système, c'était cette masse-là. Et sur cette masse ne s'exercent que ces deux forces. Oui. D'accord, donc la force que vous avez définie, celle-ci, là, c'est considéré comme une force interne. Non, c'est une force... c'est une force qui ne s'applique pas sur le corps. Donc ça ne concerne pas ce corps-là. C'est exactement comme si, pendant que le pendule oscille, moi je tire sur cette table. Oui, vous n'avez pas à prendre en compte cette force-là quand vous étudiez le mouvement du système. Donc c'est juste une autre force qui s'applique sur un autre système, on s'en fiche. Donc la relation fondamentale de la dynamique, mdv sur dt égale somme des forces, ça s'applique à un système particulier qui a la masse m, la vitesse v, et ça, ce sont les forces qui s'appliquent sur ce système. S'il y a d'autres forces par ailleurs, bah, très bien. Donc, là, par contre, donc voilà, si vous voulez vous intéresser au travail de ces forces-là, ça veut dire que votre système, ça veut dire que ces forces sont extérieures à votre système, et donc, par exemple, votre système, ça va être cette masse-là, union cette masse-là. Alors, auquel cas, sur ce système-là orange que je viens de dessiner, quelles sont les forces qui s'appliquent? Eh bien, effectivement, les deux poids, les deux tensions. Alors, il y a un autre truc que vous avez dit et qui me paraît important de relever parce que je pense qu'il peut y avoir en tout cas, une fausse intuition. Donc, pardon, j'ai la poulie, à nouveau. Donc, j'ai ici le poids, M1G, la tension. Et là, vous avez, et alors là, j'ai dit, en fait, si on regarde toutes les forces qui existent dans le système global, il y a bien évidemment aussi moins T1 ici. Et là, vous avez dit, mais moins T1, c'est pas le poids? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, le point d'application n'est pas le même. D'accord. Le point d'application est ici à la jonction. Donc, c'est vraiment la force que la masse exerce sur le fil, qui est évidemment moins la force que le fil exerce sur la masse. Mais que vaut cette tension? La norme, elle a l'air de valoir le poids. Elle a l'air de valoir le poids. Alors, si elle valait le poids, si moins T1 était égal au poids, bah du coup, T1 serait égal au poids. Et du coup, le corps serait à l'équilibre. Enfin, sauf s'il a déjà une vitesse, il la garde. S'il est au repos, il la garde. D'accord? Parce que si T1 égale le poids, ben, sur ce corps-là, sur le corps orange, là, ne s'exerce que ces deux forces-là. Donc si elles sont égales, enfin, opposées, il n'y a pas de force. Or, on sait très bien que ça va tomber là. Donc non, la force que la masse exerce sur le fil n'est pas le poids du fil, de la masse. Alors que vaut-elle? Tiens, imaginons, oui, ça dépend ce qu'il y a là. On l'a calculé hier en fait. On a calculé T1. Si vous regardez, ça vaut quelque chose. Je ne sais plus où c'est. Non, on n'a peut-être pas calculé. On avait un truc avec un T2, un truc avec un T1, puis on a fait la différence des deux pour éliminer d'un coup T1 moins T2, sans la résoudre même. Mais enfin, on pourrait. Enfin, c'est deux lignes de plus. Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on le fasse. Mais tout ça pour dire que on peut calculer T1, on trouve quelque chose qui, si le corps va par là, enfin, si l'ensemble du système tourne comme ça, enfin, si ce corps descend, eh bien, fatalement, c'est que T1 est plus petit que M1G. S'il monte, à l'inverse, c'est que T1 est plus grand que M1G. Puisque sur ce corps-là, le bilan est très simple. C'est T1 plus M1G égale M dV1 sur dt. Donc oui, méfiez-vous, c'est pas parce qu'on attache un corps avec un certain poids là qu'il exerce une force. Prenons un autre exemple encore mieux. Imaginons qu'il n'y a plus de masse là, il y a zéro.
Hein, c'est les mêmes équations, mettant 0 au bout. C'est-à-dire qu'en fait, juste vous laissez chuter le corps. Quelle est la tension, du coup? C'est-à-dire juste, ou même je prends un fil, il n'y a plus. Si je prends un fil qui tient une masse et que je lâche le fil, la tension devient nulle instantanément. Contre, à l'équilibre, c'est vrai, on est d'accord. Ah ben à l'équilibre, oui. T1 égale à P. Ah oui, à l'équilibre, T1 égale mg. En norme. Enfin, après. Yes. OK. Bien. Alors revenons à l'énergie. Donc, effectivement, on peut prendre le système qu'on veut. Si on prend un système qui implique les masses et pas le fil, du coup, il va falloir connaître T1 et T2 pour calculer leur travail, parce que leur travail, il est pas nul, justement. Hein, donc, si on veut écrire ça, il va falloir calculer aussi le travail de ces forces. Donc, ce n'est pas très astucieux. Vaut mieux prendre un système au sein duquel ces forces-là, enfin les forces de tension, soient des forces internes, auquel cas il y a l'une, mais il y a l'autre opposée, et donc on peut oublier le travail. Donc, pourquoi on ne prendrait pas tout le système, en fait? Prenons tout le système. Et voyons, alors là, du coup, il y a, les forces internes, on oublie, et du coup, y compris les forces de frottement, ça devient des forces internes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force externe si on prend tout le système? Il y a ça, il y a la réaction quand même, hein, sinon tout tomberait, d'accord? Il y a la réaction de l'axe, et puis il y a le poids de la poulie aussi. Alors c'est grand M la poulie, je ne sais plus. Donc voilà, si on prend comme système tout, les seules forces extérieures sont M1G, M2G, réaction, grand MG. Alors là-dedans, il y a une force qu'on ne connaît pas, grand R, mais est-ce qu'elle travaille celle-là? Ben non, elle ne travaille pas. C'est-à-dire quand on va écrire là le travail des forces extérieures, on va avoir en fait le travail du poids M1G plus le travail du poids M2G plus le travail de la réaction plus le travail de grand MG. Bon, ben comme le point d'application ici ne se déplace pas, ni pour MG ni pour R, ces deux travaux sont nuls. On se retrouve donc avec juste les deux travaux des poids qui sont des forces conservatives et qui sont donc associées à une énergie potentielle. Donc ça, c'est moins M1, G... C'est ce qu'on vient de voir, hein, je l'ai effacé. Donc dz1 moins M2G dz2. Bref, en tout cas, vous voyez que les forces... Ça, c'est des forces conservatives, celle-là ne travaille pas en plus. Et la seule force qui n'est pas a priori conservative, elle ne travaille pas, donc on peut finalement écrire la conservation de l'énergie globale du système. Donc on va dire effectivement que l'énergie mécanique totale égale constante. Donc il faut maintenant lister les énergies. Alors on a des énergies cinétiques, on a des énergies potentielles, hein, c'est celle-là, hein, juste qu'on passe de l'autre côté pour exprimer l'énergie mécanique. Alors, je vous écoute pour les énergies. Qu'est-ce qu'on a? EM, c'est quoi? Ouais, alors 1,5 de M1 V1 carré, bon, plus 1,5 de M2 V2 carré, plus, alors on avait pris Z comme ça, on va prendre pour les énergies potentielles le 0 au centre ici par exemple. Donc plus MgZ1 plus MgZ2, hein, si on oriente vers le haut. Ça c'est les énergies potentielles. Et puis, oui. Et absolument, il y a l'énergie de rotation de la poulie. Alors, c'est combien l'énergie de rotation de la poulie?
1 demi de... Alors, je crois qu'il s'appelait I, le moment d'inertie, c'est le 1 demi de mv2 de rotation. Hein. Donc, c'est 1 demi, le paramètre d'inertie, l'espèce de masse de rotation, fois la vitesse de rotation, la vitesse angulaire, oméga carré. Alors, on a vu par ailleurs que, en fait, oméga est égal à R, pardon, que V est égal à oméga R, hein, puisque le fil ne glisse pas sur la poulie, la vitesse du fil ici et la vitesse, enfin, d'un point du fil et la vitesse du point de la poulie coïncident est la même. Donc, le point de la poulie, c'est oméga vectoriel OM, donc oméga fois R, en norme, hein, et la vitesse, c'est donc V. Alors, pareil, V1 égale V1 égale moins V2, mais V1 carré égale V2 carré. Donc, V1 carré égale V2 carré égale oméga 2 R2. Ça, c'est la condition fil inextensible qui ne glisse pas dans la poulie. Et donc, il n'y a plus qu'à remplacer ça là-dedans. On a l'énergie mécanique qui vaut donc 1 demi de M1 plus M2 plus donc alors plus I sur R2 fois V carré, ou V1 carré, ou V2 carré, peu importe, enfin la vitesse tangentielle du fil, plus, ah pardon, là c'était M1 et là M2 bien sûr, plus M1 GZ1 plus M2 GZ2. Voilà. Et tout ça, c'est constant. OK? Donc si tout ça c'est constant, en fait ça y est, hein, l'exercice est terminé, puisque si ça c'est constant, ça veut dire que sa dérivée est nulle. Et donc il suffit de dériver ça pour avoir l'équation, on va avoir, donc si on dérive ça, on va avoir V fois V point, et là on va avoir V, et là V, et donc on a V point, c'est-à-dire l'accélération qu'on nous demandait. Donc vous voyez, en une ligne, enfin deux, on trouve le résultat. Une fois qu'on a pris le bon système, un système dans lequel toutes les forces qui sont susceptibles de ne pas travailler, de ne pas conserver l'énergie, par exemple, les tensions qui ne sont pas associées à une énergie potentielle par elles-mêmes, les frottements qui non plus ne sont pas associés à une énergie potentielle. Donc, toutes ces forces qui sont susceptibles de ne pas conserver l'énergie, elles sont des forces internes. Donc, on peut les oublier puisqu'il y a la force opposée qui est présente aussi. Donc, dès lors qu'on a identifié un système pour lequel toutes les forces extérieures soit dérivent d'un potentiel, le poids, soit ne travaillent pas, la réaction, alors on peut écrire la conservation de l'énergie. Il suffit de lister l'énergie cinétique de l'un, plus l'énergie potentielle de l'un, l'énergie cinétique de l'autre, plus l'énergie potentielle de l'autre, plus l'énergie de rotation. Et on dit que ça, c'est constant. Et le problème est terminé. Donc je vais l'écrire ici, au-dessus, là. Donc si je dérive ça, j'obtiens M1 plus M2 plus I sur R2 V point, c'est-à-dire V fois A, si vous voulez. Enfin, on l'avait noté A, je crois, hier. Hein. V fois l'accélération, c'est V point. Je vais peut-être remettre V point. Plus M1G. Alors, Z1 point, c'est la vitesse vers le haut ici, donc c'est ce qu'on a appelé V. Hein. J'appelle par définition V égale Z1 point. D'accord. Donc c'est V1 et V2 c'est moins Z1 point. Ben là, voilà, ça c'est V2, donc ça va être moins V1, donc moins M2, moins V, pardon, moins M2G V égale 0. Ben voilà, on divise par V et l'exercice est terminé. V point égale M2 moins M1 G
sur M1 plus M2 plus I sur R2. Voilà. 3 lignes grand maximum. Ça, c'est ce qu'on a obtenu hier après avoir quand même fait un petit effort. Hein. On avait 4 équations à 4 inconnus. Vous vous rappelez, au bout du compte. Donc c'est puissant l'énergie. Alors ça, évidemment, dans un, je sais pas, le jour du concours, s'il y a une question de ce type, il y aura 2 catégories de gens. Hein. Il y aura ceux qui feront... Alors, il y a ceux qui ne vont pas y arriver. Bon, ok. Mais dans ceux qui vont y arriver, il y a ceux qui vont écrire l'équation du mouvement, résoudre le système de 4 équations à 4 inconnus. Ils en ont pour une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Et puis, il y a ceux qui vont écrire l'énergie, ils en ont pour 5 minutes. Donc, ils auront le même nombre de points à cette question-là. Simplement, il y en a qui auront encore du temps pour faire d'autres questions. Et voilà. Généralement, on s'appelle s'ils guident toujours un petit peu. En général, ils guident, ouais. En général, ils guident. Ça ne va pas être débrouillez-vous, calculez. Non. Mais bon, c'est bien d'avoir ça en tête, y compris à l'oral. Voilà, essayer d'aller directement sur les méthodes efficaces. Puis bon, des fois, c'est pas si guidé que ça. Hein. Il y a des fois des questions un peu ouvertes où si vous voyez l'approche énergétique, vous irez directement au but, ce sera évident, ça sautera aux yeux. Et si vous ne pensez pas à l'approche énergétique, en fait, vous n'allez pas vous lancer dans la question, vous allez dire « Oh là là là, c'est compliqué », et vous allez, voilà, trop long, et vous n'allez pas le faire. Vaut mieux pas le faire que passer une demi-heure à faire un truc, peut-être faux d'ailleurs, mais vaut mieux voir l'approche immédiate et puis la mettre en œuvre. Bon, alors, je crois que ça termine là pour le coup l'exercice, à moins que... Non, c'est bon. Bon, vérifiez que c'est bien ça qu'on avait obtenu hier, mais enfin, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, cool. Ok, alors, on fait un petit yo-yo. Exercice 15. On considère un yo-yo de masse M formé de 2 disques homogènes identiques de rayon R reliés par un cylindre très court de masse négligeable et de rayon petit r. Donc il y a un dessin. Donc ça, vu de côté, ça fait... vu de côté, c'est comme ça. Hein. Donc il y a... D'accord ? Donc le fil va s'enrouler comme ça. Enfin, et là, le fil s'enroule donc comme ça. Là. Vous voyez l'idée. Ok. Alors, vous avez tous déjà joué au yo-yo, j'espère. Comment non ? Non. Bon, alors avant de rentrer chez vous, vous achetez un yo-yo, vous allez voir, c'est fascinant. C'est absolument fascinant, le yo-yo. Franchement, c'est énorme. Alors, le filet de masse négligeable, hein, autour duquel s'enroule un fil inextensible, très fin et de masse négligeable, fixé à un doigt immobile. Donc là, le fil, il est fixé en haut. On pourrait calculer ce qui se passe quand on donne la petite impulsion, là, quand ça arrive en bas. C'est assez... Alors, quelle simplification résulte de l'hypothèse que le cylindre central est très court ? Bon, ça c'est... Je vais répondre à cette question. En fait, c'est... imaginez qu'il soit long, vous allez voir tout de suite le problème. Et donc le fil, il est... Moi, il y a un moment, il va basculer comme ça, quoi. Tout en se déroulant, il va basculer, ça, du coup, le fil va frotter là, enfin, ça va être un peu l'enfer. Donc, l'hypothèse que ça, c'est très fin, ça veut dire que le fil, en gros, il tire toujours au milieu, ça ne va pas basculer. Donc, ça veut dire qu'on va considérer que le mouvement
enfin, dans ce plan-là, il va tourner, si vous voulez, le yo-yo, pendant que le fil se dévide, va tourner autour d'un axe fixe, en fait. Enfin, pas fixe, mais parallèle à lui-même, je veux dire. D'accord? OK. Donc, on ne considère que la rotation autour de cet axe-là, comme ça, et pas une rotation en plus comme ça qui interviendrait si jamais on ne pouvait pas négliger le truc. Donc, en fait, le fil est enroulé sur lui-même, ici. Okay. Et supposément au milieu de la chose. Donc voilà, il y a un axe, je vais appeler U delta cet axe-là, enfin le vecteur unitaire horizontal comme ça. Vous le voulez vers la droite ou vers la gauche, le U delta? Allez, vers la droite. De toute façon, il faudra qu'on précise dans quel sens est enroulé le fil, soit dit en passant, mais bon, bref. Alors, le yo-yo étant lâché sans vitesse initiale, déterminez l'accélération de son centre de masse G, ainsi que la tension du fil T. C'est intéressant, ça, quand même. Voilà, donc je lâche le yo-yo, et du coup, il tombe. Question, à quelle vitesse tombe le yo-yo? Donc le point G, ici, là, au centre, quel est son mouvement? Voilà. On a dit tout à l'heure, avec le coup, ils sont dans le vide, là, donc il n'y a pas de tension, donc c'est juste... Ah ben non, là, il est tenu ici. Oui, il est tenu, mais quand vraiment on le lâche, ouais. Le fil il se déroule, donc ouais. Il n'y a pas de tension encore. D'accord, donc vous suggérez quoi? Je sais pas, c'est ouais. moi, j'aurais pensé que ouais. il va se passer quelque chose quand ça va arriver en bas et que ça va inverser le... Donc vous pensez qu'il tombe avec une accélération G? Après, quand je vois le yo-yo, je sais que c'est pas le cas. Ouais. Effectivement, c'est ce que j'aurais envie de dire. Je me dis, c'est peut-être parce qu'on néglige des frottements ou je sais pas quoi. Alors déjà, s'il n'y a pas de tension, pourquoi le yo-yo il tournerait en fait? Il tournerait dans ce cas. Mais il tomberait. Oui, alors si, je vais le représenter à nouveau de profil. Donc là, il y a le cylindre extérieur. Je grossis la chose et donc j'ai le fil qui est enroulé comme ça. D'accord? Enfin, donc ça, c'est le cylindre central. Puis il y a le fil qui fait plusieurs tours. De toute façon, il est supposé d'épaisseur négligeable. Donc, OK. Voilà. Donc, vu de côté, c'est comme ça. Donc, effectivement, pourquoi ça se met à tourner? Bah justement parce qu'il y a... Justement parce qu'il y a une tension qui, si vous considérez ce corps, eh bien, cette tension exerce un moment par rapport au point central ici. Et il n'y a pas d'autre force qui va opposer un moment contraire. En fait, là-dessus, il y a quoi? Il y a le poids et la tension du fil, point. Alors, enfin, quand je dis le poids, je considère lui plus les deux, enfin l'ensemble du truc, hein, on est d'accord. Donc c'est le poids de tout le monde, mais c'est symétrique, tout s'exerce au point G. Donc il y a juste ça, si je prends comme système le yo-yo complet, il y a son poids et la tension du fil, c'est tout. Il n'y a pas les forces de frottement le long de... comme sur la poulie, enfin les forces de frottement le long du fil? Oui, alors, oui, réparties tout autour, effectivement, mais tout ça est rassemblé dans l'hypothèse, ça ne glisse pas. Ok, donc c'est fait en fait. Et là, il n'y a pas besoin, enfin oui, en fait, comme c'est le fil qui se dévide, donc alors, ça veut dire qu'en réalité, c'est l'espèce d'astuce dont on a parlé hier, c'est qu'en fait, il faudrait considérer comme système le yo-yo plus le fil qui est autour. Ça ne change pas le poids puisqu'il est supposé de masse négligeable. Et là, pour le coup, si on considère le fil comme faisant partie du système, enfin le fil encore enroulé comme faisant partie du système, alors il n'y a que la tension qui s'exerce dessus. Puisque tout le reste, c'est des forces internes. Okay, on est d'accord que le fait qu'il y ait, ce frottement, c'est ce qui engendre la tension T. S'il n'y avait pas de frottement le long du fil, il n'y aurait pas de tension T. Si. Imaginez, par exemple, imaginez qu'il n'est pas enroulé, effectivement, et qu'il y a juste, il y a juste le fil qui est attaché là.
juste en un point. Voilà. Il n'y a pas de fil, il ne continue pas le fil. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça, c'est ce qui se passe d'ailleurs au bout, quand on arrive en bas d'extension. Effectivement, toujours pareil, il y a cette tension et le poids, et donc ça va basculer comme ça, et le truc va retourner de l'autre côté jusqu'à se renrouler et remonter. Même ceux qui n'ont pas joué au yo-yo peuvent comprendre ça. C'est pas mal. Donc effectivement, certes, là, il y a le fil est enroulé. Mais en fait, le fil enroulé sur le yo-yo, il n'y a pas de tension sur lui. Enfin, il n'y a pas nécessairement de tension sur lui. C'est-à-dire, vous l'enroulez, vous pouvez l'enrouler juste en le déposant, vous voyez, sans exercer une tension particulière. Ouais, enfin, voilà. Non, imaginez qu'il n'y ait pas de frottement. C'est-à-dire, je sais pas, c'est deux matériaux qui peuvent glisser, je sais pas, c'est de la glace ou je sais pas, un truc, enfin, vous voyez, un truc, il n'y a pas de frottement. Imaginez que le coefficient de frottement tende vers 0 entre le fil et le yo-yo. Ça fait pareil. Ça fait pareil. Il n'y a pas besoin ici que ça ne glisse pas sur le... Vous pouvez mettre un fil en nylon, il va se passer pareil. Et pourtant, si j'accroche un fil à une tige et que je ne l'enroule pas, le fait de dire qu'il n'y a pas de frottement, on peut dire que c'est comme si je n'enroule pas. Ah non! Ah non, non. Pourquoi? Non? Non, si vous ne l'enroulez pas, vous voyez, ça veut dire quoi en fait? Si vous ne l'enroulez pas, il est déjà comme ça. Bon, ok, il est déjà détendu. Mais le long de la chute, il est en chute libre. Qu'est-ce qui est en chute libre? Le yo-yo? Que j'attache au bout de mon fil. Si je ne l'enroule pas, si je prends une masse et que j'attache un fil et que je lâche la masse, elle tombe en chute libre. Ah bah oui, s'il n'y a pas de tension, oui. Oui. Mais alors, du coup, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la tension. Enfin, vous dites que la tension n'est pas liée au frottement. Pour moi, parce qu'il y a des frottements qu'on a justement cette tension qui est vers le haut, lors de la chute. S'il n'y avait pas de frottement, il n'y aurait pas de tension. Donc ce serait une chute libre. Non, il n'y a pas de frottement, il y a juste un lien. Ouais, il y a un contact, ils sont liés. Au bout, c'est lié, mais quand on roule, ça reste lié, tu vois, t'as juste le roule. Et voilà, c'est la distance qui change, c'est pas tant. En fait, une fois que ce fil est tendu, c'est-à-dire, si vous avez un fil, imaginez que vous avez un fil qui est lâche, là, qui n'est pas tendu, et puis vous mettez un corps au bout. Si vous lâchez, alors effectivement, tant que le fil est lâche, effectivement, il est en chute libre. Jusqu'à ce que la distance ici soit égale à la longueur du fil, auquel cas, il ne peut plus continuer. Donc là, c'est pareil, vous commencez avec une certaine longueur de fil hors du yo-yo, une certaine longueur de fil déroulé. Donc, à la limite, vous pourrez prendre tout ça, remonter, donc là, ça va être un peu lâche. OK. Si vous lâchez donc vous lâchez le truc comme ça, avec le yo-yo, puis là, enroulez 20 000 fois, mais lâche ici. Vous le lâchez, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça tombe en chute libre, on est d'accord, parce qu'il n'y a pas d'autre force que le poids, jusqu'à ce que ce fil lâche, ne le soit plus, parce qu'il a été entièrement déroulé, et donc là, c'est fini, il ne peut plus continuer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette distance étant fixée, il va y avoir, effectivement, ça va tirer sur... Voilà. Et là, la tension va se mettre en œuvre. OK? Bien. Alors, donc en fait, le problème, il est là, c'est ça, en fait. Et on va écrire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, pour déterminer donc l'accélération du point G. Alors, on a deux forces. On peut déjà écrire la relation fondamentale de la dynamique, qui va nous dire que, donc je vais appeler Z indice G, la position du point G. Alors, je ne sais pas, on part... Vous mettez 0 où? En haut? Où? D'où ça part? Donc là, il y a un 0 ici, puis... Et on oriente vers le haut ou vers le bas? Vers le bas? OK. Donc ZG est positif. Donc ZG est toujours positif. Très bien. Donc, on va avoir M du yo-yo. Elle a un nom, cette masse? Grand M. Grand M.
grand M fois ZG 2 points, masse fois l'accélération. Oui. L, c'est la longueur de là où on est là, ou c'est la longueur du fil? Non, non, c'est donné, elle, quelque part? Non. Non, 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 c'était, je sais plus, au moins, un moment j'ai expliqué je sais pas quoi, et j'avais besoin du L, mais non. Donc, je projette la relation fondamentale de la dynamique qui me dit que M dVg sur dt égale T plus mg. Je projette ça sur l'axe UZ, et donc bah, tout est vertical, donc il n'y a aucune difficulté. Ça, c'est égal à T. Alors, attention, je note T comme ceci. Hein. T, c'est T UZ, et UZ est vers le bas. Donc ce T-là, en fait, il va être négatif. Donc, égal T plus mg. Donc ZG de point égale T sur M plus G. OK. On a le droit de dire moins T avec T, enfin... Oui, si vous définissez ça comme ça. Oui, mais là, c'est la G20. Vous avez écrit T et TUZ. Bah, c'est moins TUZ. C'est moins TUZ. Bah non. Non, j'ai fait ça scalaire UZ. Ça scalaire UZ. VG, c'est quoi? Regardez. VZ, c'est ZG.UZ. Pardon, VG, pardon, voilà. Et donc, AG, c'est ZG2.UZ. J'ai T maintenant qui vaut TUZ et j'ai MG qui vaut, donc T égale TUZ, et j'ai MG, le poids, qui vaut MGUZ. Donc là, j'ai une équation qui s'écrit... Enfin, c'est bon? Ouais. En gros, vous dites que T est négatif, nous on peut dire, enfin, que n'importe qui peut nous choisir. Moi, je ne présage pas du signe de G, du signe de T. C'est ça, c'est l'intérêt des grandeurs algébriques. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, j'en sais rien, le problème va me le dire. Là, c'est évident qu'on va trouver un truc négatif. Mais si c'était lié par plusieurs choses à la fois, dans différentes directions, on commence à voir. Donc, vous présagez rien. Vous écrivez juste que vous dites « j'appelle T la composante de T suivant UZ ». S'il doit être positif, elle sera positive. Si elle doit être négative, elle sera négative. Si ça doit changer au cours du mouvement, ça changera. Je ne veux pas le savoir. Je ne m'en préoccupe pas. Donc, simplement, après, je prends cette équation et je fais scalaire UZ. Alors, ça, scalaire UZ, c'est M fois ça, scalaire UZ. UZ, scalaire UZ, ça fait 1. Donc, ça me fait MZG point. Ensuite, T scalaire UZ, bah, UZ scalaire UZ, ça fait 1. Donc, ça fait T. J'écris T. Et puis, pareil pour MG et UZ, scalaire UZ, ça fait MG. Donc, j'obtiens ça. Et donc, j'obtiens ça. Et là, maintenant, bah, c'est simple. Si ZG 2 points... Enfin, non, je sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas, en fait. T pourrait être négatif, a priori. Intuitivement, c'est évident que non, mais pour l'instant, je ne peux pas le savoir. Si T est négatif, ça veut dire qu'en fait, ça va chuter moins vite qu'avec l'accélération G, que si c'était en chute libre. Si T est positif, ben en fait, ça va chuter plus vite que si c'était en chute libre. Ce serait possible, par exemple, si ici vous avez un ressort. Ben, suivant, s'il est étiré, ça va freiner. S'il est comprimé, au contraire, ça va repousser le corps et qui va chuter plus vite que G. Enfin, plus vite qu'avec l'accélération G. Donc, vous voyez, je peux imaginer un yo-yo avec un ressort que j'aurais initialement comprimé, par exemple. Alors, dans quel sens est la tension? Bah, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire d'hypothèse et d'écrire, de travailler avec des valeurs algébriques. Vous ne pouvez pas vous tromper comme ça.
Alors, évidemment, gardez en tête votre intuition pour à la fin vérifier les résultats. Mais ok. Donc là, on a malheureusement deux inconnus. On cherche ça, l'accélération du point G, je pense que c'est la question. Mais on a introduit la tension. Alors, évidemment, on ne la connaît pas pour l'instant, la tension. Donc si on veut ZG, il va falloir connaître la tension. Comment on va connaître la tension? Pardon? Oui, la somme des moments qui doit être égale à quoi? Ce serait 0 si c'était l'équilibre. Oui, donc on a en fait, on va écrire un théorème du moment cinétique. Parce que donc T, une des actions, c'est de freiner la chute du yo-yo, mais son autre action, c'est justement de faire tourner le yo-yo. C'est T qui fait tourner le yo-yo. Pourquoi? Bah pour la raison qu'on a dite, c'est que ça fait un moment autour de cet axe-là, par exemple. Alors, on va écrire donc le théorème du moment cinétique. On a le choix. Enfin, on a une infinité de choix. On peut écrire ce théorème en n'importe quel point. Mais a priori, il y a deux points intéressants, lui ou lui. Si on écrit le théorème du moment cinétique en G, on va voir directement le moment de la tension. Si on écrit le théorème du moment cinétique en ce point-là, on va avoir le moment du poids. Mais attention, le théorème du moment cinétique ne s'écrit que sur des points fixes ou alors sur G. Donc sur G, c'est peut-être bien. Alors on pourrait l'écrire. Alors, est-ce que ce point-là est fixe ou pas? Ça dépend lequel. Le point... En fait, il se trouve à chaque instant, il est fixe. Donc on pourrait aussi, en fait, mais il faut faire attention. Bon, faisons-le en G, parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est T. Donc on va avoir une expression qui fait sortir T par son moment, et donc après on le remplace, et ce sera bon. Sauf si entre-temps, on introduit une autre inconnue, ce qui va être le cas, parce que le théorème du moment cinétique va nous sortir un angle, et après il va falloir relier l'angle aux autres choses. Donc là, on va rajouter une équation. On sait déjà qu'on va aussi rajouter une inconnue. Soit, ben, on la traitera chacune à son tour. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme direction là, pour les angles? Ah ben, on a déjà défini U delta comme ça. Oui, alors oui, sauf que c'est vers l'arrière ou vers l'avant? On va essayer que les moments soient positifs pendant la chute. Donc, on va dire que θ augmente comme ça. Hein, et du coup, ça s'enfonce. Hein. Donc, le U delta, en fait, il est vers l'arrière. OK. Alors, allons-y. D de sigma au point G sur dt égale somme des moments des forces. Il n'y a que deux forces, dont une qui a un moment nul. Le poids a un moment nul au point G, puisque le poids passe par G. Et il reste donc la tension. Donc, le moment de la tension, ça va... Alors, si j'appelle ce point-là I... Bon, enfin, je vais écrire le moment de T au point G. Alors, comment on calcule le moment de T au point G? Alors, déjà, on regarde dans quel sens il est dirigé. Donc, T fait tourner dans ce sens-là autour de l'axe. Et donc, ça va être suivant plus U delta. Et quelle est sa norme? Eh bien, la force fois le bras de levier. Et là, le bras de levier, c'est bêtement ce rayon-là. Alors, c'est le rayon du petit à l'intérieur. C'est petit r ou petit r. Donc, ça, c'est RT, tout simplement. Donc, ça, c'est le moment. Et maintenant, on va dire que c'est égal à la dérivée de sigma g sur dt. Alors, que vaut sigma g? Ça n'a plus rien à faire là. Sigma g, alors tout est symétrique, mais donc on a
on a deux cylindres ici de rayon grand R, ceux-là? Oui. Et de masse quoi? C'est la masse globale. Ah, on n'a que la masse globale? Et là, parce que la masse du petit disque il est négligeable. Les balles, c'est sur 100 départ. C'était sur le simplifier du joint. Pas une boule. D'accord, donc, ok. Bon, on va l'appeler I pour l'instant, son moment d'inertie. On le calculera après. Donc appelons-le I. I fois, du coup, oméga, c'est-à-dire I θ point U delta. OK? Et donc la dérivée de sigma g par rapport au temps, c'est simplement I θ de point U delta qui doit être égal à ça. Donc en projetant sur U delta, ça fait I θ de point qui vaut RT. Donc voilà notre deuxième équation. La première, c'était ça. Il nous manquait T. Alors maintenant, on a T, mais en fonction de θ de point. Bon, ok. Donc on a rajouté une variable, c'est la vie. C'était premier rang, deuxième rang. Alors maintenant, il va falloir exprimer θ point, θ de point, enfin relier θ à quoi? À ZG. Alors comment on fait ça? C'est une histoire avec le rayon épi, puisque quand il s'enroule, on peut relier θ, pi et z. Et le rayon sera monté. Ouais. Alors on peut, voilà, la condition de non-glissement, ça va court-circuiter ce que vous avez en tête, qui fonctionnerait aussi. Mais donc l'idée, c'est que ce point-là a une vitesse nulle. Le fil, dans le référentiel là, du tableau, ce point du fil là a une vitesse nulle. Une fois que c'est dévidé, là, une fois que c'est déroulé, bah, il ne bougera plus jamais. Ça va glisser en dessous. Or, quelle est la vitesse de ce point-là du fil? Alors, Rθ point, c'est la vitesse par rapport à G. Et en plus, mais G descend vers le bas. Alors, par exemple, Varignon. Donc, si j'appelle toujours... non, il ne faut plus que je l'appelle I, ce point, puisque I, maintenant, c'est mon moment d'inertie. Je vais l'appeler 1, ce point-là. Alors, en fait, on a effectivement VA qui vaut VG plus oméga vectoriel GA. Hein, ou plus AG vectoriel oméga. Je ne sais pas dans quel sens vous le préférez. Enfin, ça va pour tout le monde, ça. Hein. Champ de vitesse d'un solide, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. C'est Babar. Oui, c'est Babar, d'accord. D'accord. C'est mieux comme ça. OK. Donc, et VA c'est 0. Donc VG, ça, c'est pas une nouvelle inconnue. On le connaît, enfin c'est la même. AG, c'est connu. Oméga, c'est connu. Ça y est, on a une équation de plus là, mais sans introduire de nouvelles inconnues. Donc le problème est fini, il faut juste écrire ça bien. Donc VG, alors on va mettre tout ça suivant UZ. Enfin, je vais écrire vectoriellement. VG, c'est donc, par définition, c'est ZG.UZ. Et puis là, j'ai AG vectoriel oméga. Alors, AG vectoriel oméga. Oméga, c'est θ point U delta, là. Donc, AG vectoriel oméga, c'est un truc qui est vers le haut. Donc, c'est du moins UZ. Et ça, quelle norme? Bah, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc c'est AG, ce rayon-là, le petit r, fois oméga, c'est-à-dire θ point. Voilà. Oméga, c'est lui. C'est ça. Hein, donc c'est
C'est le vecteur rotation du yo-yo. Il est vers l'arrière, hein, puisqu'on a choisi l'orientation de θ qui croît comme ça. AG vectoriel oméga. Non, AG. Ah, ouais, d'accord. Ok, bon. Ouais. Et donc, et alors ça, c'est censé être nul. Hein, donc, par conséquent, Pourquoi nul déjà? parce que la vitesse du point A est nulle. La vitesse du point A est nulle. Le point fictif A, on parle du point fictif A, c'est ça? Pourquoi fictif? Parce que si A appartient au yo-yo, Dans les deux cas, sa vitesse est nulle, puisqu'il n'y a pas... Enfin, que ce soit le point du fil ou le point du yo-yo, le point coïncident ici a une vitesse nulle. coïncident. Oui, prenez le point du yo-yo si vous préférez. Prenons... N'importe quel point du yo-yo, c'est la vitesse de G. Non, Enfin, plus éventuellement. plus ça. Ouais, mais pourquoi nul? Donc, je réponds plus précisément à votre question. Oui, je considère le point du yo-yo. Sinon, il y a une ambiguïté entre le point coïncident qui n'est pas toujours le même, ou est-ce que je parle du point du fil? Donc, VA point du yo-yo. VA point du yo-yo. Pourquoi nul? Ou bien point du fil qui est en train d'être déposé là, à cet endroit-là, l'un ou l'autre. Mais bon, disons point du yo-yo. D'accord, mais je ne vois pas pourquoi il est nul. Eh bien, justement parce qu'il a la même vitesse que le point du fil qui va être déposé là, qui va rester là. Ouais. Oui, d'accord. Or, ce point-là du fil, donc à l'instant suivant, enfin un peu plus tard, le yo-yo sera comme ça, mais ce point-là qui vient d'être déposé ici, bah, il va rester là. Ça va se dérouler sous lui, mais ce point-là, il ne bouge pas. À chaque fois, C'est pas un point du yo-yo, alors c'est un point fixe, mais c'est le point c'est l'un ou l'autre. Disons, alors, si vous préférez, prenez le point du fil qu'on est en train de dévider. Mais il a la même vitesse que le point du yo-yo. Ça veut dire que le yo-yo ici, la vitesse du point du yo-yo ici est nulle, exactement comme la vitesse du point dans la roue qui tourne sans glisser, là. Il a une vitesse nulle, pareil. En fait, là, c'est un truc qui est en train de glisser, de rouler sans glisser verticalement. Vous vouliez... Non? Sûr? Ok. D'accord? Donc ce point-là a une vitesse nulle. Et c'est ça qu'on écrit. Donc ça moins ça égale 0. Donc zg point égale rθ point. Et voilà notre troisième équation. Donc, trois équations, trois inconnues, Zg, θ et t. Et donc, on va pouvoir non seulement connaître l'accélération, mais en plus calculer la tension à chaque instant. Alors, il n'y a plus qu'à. Je peux effacer? Je vais laisser les trois équations. Donc T, c'est Iθ2 point sur R, et θ2 point, c'est Z2 point sur R. Donc je vais repartir d'ici. J'ai donc Zg2 point qui vaut, alors T sur grand M, c'est-à-dire I sur grand M R, θ2 point, d'accord, plus G. Là, j'ai juste remplacé T, sauf erreur, I sur R, OK. Et maintenant, je remplace θ2 point par Z2 point sur R. Donc ça fait I Zg2 point sur MR2 plus G. Ben voilà, c'est fini. Donc Zg2 point. Hein, donc c'est 1 moins I sur MR2 égale G, donc ça fait G sur 1 moins I sur MR2. Bon, désolé, je ne sais pas si vous voyez où on en est dans le tableau, j'espère que oui. Voilà. Enfin, ça, c'était le passé.
Voilà, c'est mieux comme ça. OK? Alors, vérifions un petit peu l'homogénéité déjà. I sur MR2, ça, c'est bien sans dimension. Donc 1 moins sans dimension, ça va. Parce que I, c'est le moment d'inertie, c'est une masse fois une distance au carré. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est sans dimension. Et G, c'est bien une accélération. Donc voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme remarque? Si I tend vers 0, s'il n'y a pas de moment d'inertie, alors c'est une chute libre. Effectivement, donc, le moment d'inertie, c'est la somme des MR2. Hein, c'est les masses fois les distances à l'axe. Si tout est sur l'axe, bah oui, ok, c'est juste un corps qui chute. Et vous voyez donc effectivement que ce moment d'inertie, c'est ce qui va... Ça va s'opposer à la rotation. Enfin, ça va résister à la rotation. C'est l'inertie rotatoire, si on veut. Et donc, si c'est pas nul, si effectivement il y a quelque chose qui freine la rotation, alors on voit bien que ce truc-là va être effectivement plus petit que 1. Oh, attendez, bah donc il y a une erreur. Voilà, très bien. Ça doit être un plus. Ah! Non. Eh bien, vous voyez, comme quoi il faut toujours vérifier. ZG de point, ça doit être plus petit que G. Ça ne va pas plus vite que si c'était en chute libre. Donc, il faut diviser par quelque chose de plus grand que 1. Donc là, il y a une erreur. Alors, voyons où. Ah ben non! Oui! Ah! Terrible erreur de ma part. Terrible erreur. T est négatif, justement. Et là, j'ai écrit la norme. Ça vous fait plaisir, ça. Non, mais là, c'est pas du jeu. Vous auriez dû réagir au moment où j'ai écrit. C'est au moment où j'ai écrit le moment. Bon, ok. Je sens que vous n'allez rien me pardonner. Ok. Donc, il y avait un moins ici. Mais n'empêche. Donc, du coup, si c'était moins là, c'est à cet endroit-là qui arrive le moins. Et donc, là, il y a le plus. Mais, alors, ok. Non, mais... D'accord, j'ai tort, je suis coupable. Mais, que ça vous serve aussi de leçon sur le fait qu'il faut toujours vérifier la cohérence, le sens physique à la fin. Ok, je me suis trompé, mais ma procédure me permet de corriger l'erreur, me permet de voir que je me suis trompé. Parce qu'effectivement, le raisonnement qualitatif à la fin permet de dire que c'est pas possible que ça chute plus vite qu'en chute libre, ça doit chuter d'autant moins vite que I est grand. Et donc, il doit y avoir un signe plus. Donc, le raisonnement qu'on a fait permet de détecter l'erreur. C'est mieux de ne pas faire d'erreur, on est d'accord. Mais il faut avoir les moyens, si on en fait une, de la corriger. Oui. Vous pouvez du coup expliquer le raisonnement, parce que je me mets à votre place. Ouais. Donc, on prend la convention algébrique. Ouais. Et vous arrivez à l'équation I, θ point égale à moins, enfin, R plus ou moins Ouais. RT. Quel est le raisonnement Ok. Alors, c'est quand on a calculé le moment de T au point G. Ouais. Donc ça, c'est GA, parce que A, c'est le point d'application, Ouais. vectoriel T. D'accord ? Et donc ça, c'est... donc GA... Ok ? Voilà. Donc GA vectoriel T. Et le problème, c'est que... Ouais. En fait, ici, c'est moins T. Le vecteur, c'est le vecteur T, mais c'est moins T. Enfin, parce que T, c'est TUZ. Donc, c'est moins T fois moins UZ. Voilà. Donc, en fait, c'est d'avoir écrit ici T comme ça qui était problématique. Ça, soit c'est le vecteur T, soit si je mets juste la composante, alors c'est moins T si je la représente vers le haut. Donc, c'est là que je me suis trompé. Ok. Voilà, donc ça fait bien effectivement moins RT U delta. Parce que c'est R moins T U delta. Ok.
Non? Quand il y a le vecteur, je suis d'accord. Mais... Ouais. Parce que justement, comme vous avez bien expliqué, que T c'était une grandeur algébrique qu'on avait passé dedans. Ouais. Du coup. Ok, alors. Mais ouais, donc, du coup, dans le Z point de G, Ouais. il n'y a pas de moins parce que justement, T c'est T. On n'est pas sans plus, on s'en fiche. Voilà. La suite, on arrive là, avec le moment. Et là, je suis d'accord avec le moins, quand on est en vecteur. Mais pourquoi est-ce que Non. du coup, Pas quand. Enfin. parce que pour moi, le moins, il vient du fait que justement, On a la force de beauté de Z. Regardez. Je prends. On appelle comment celui-là? Bah, attends. On va prendre. On va regarder celui qu'on prend. Hein? On a UZ. On a U delta vers l'arrière, c'est ça? Pardon, on a donc UZ, U delta, et donc, bon, mettons celui-là, je ne sais pas, comment on l'appelle? On l'appelle UX, c'est un truc horizontal, je ne sais pas. Ok. Bon, alors, là, on a quoi? On a GA, le vecteur GA, c'est moins RUX, ok? Vectoriel, TUZ. Je ne présage pas du signe de T. Donc ça fait moins RT UX vectoriel UZ. Eh bien, UX vectoriel UZ, c'est U delta. UX vectoriel UZ, c'est U delta. Et donc, le moment, c'est moins RT-UZ. Si T est positif, ça fait ça. Si T est négatif, ça fait encore ça. J'ai juste écrit algébriquement les choses. Le problème, c'est qu'effectivement, à un moment, j'ai voulu court-circuiter et je me suis trompé. C'est bien parce que c'est effectivement ce que je ne comprends pas. Le truc du UX, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'introduire ce UX alors que moi, genre, je vois GA vectorialité, GA, Ouais. vectorialité, j'ai mon UZ qui est là, j'ai pas de moins. Mais t'es en ordre. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est la norme, si vous faites T vers le haut. On a mis UZ vers le bas. Le T est vers le... Oui, c'était ça le problème. Si vous prenez cette composante-là, c'est moins T. Ah. Parce qu'on a orienté UZ vers le bas. Le vecteur T, ici, a pour norme vers le haut moins T. Enfin, c'est un peu bâtard. Oui, non, mais si on laisse T vecteur avec le... T vecteur, voilà. Là, je parle pas du signe. Oh ouais. Je viens comme ça. Oui. Donc là, je parle pas de signe. Oui, donc ça va par là. Avec quelle norme? Le produit des normes. La norme, le produit vectoriel A vectoriel B, ça a pour norme de A, norme de B, sinus de l'angle. Valeur absolue du sinus de l'angle. Donc là, effectivement, si vous regardez sa direction avec les doigts, ce qui est bien, et ce que j'avais fait aussi, voilà, il ne faut pas oublier que la longueur après, le long de cette direction-là, c'est la norme. Et donc, il faut prendre le produit des normes. Et effectivement, j'ai oublié entre-temps que la norme de T, c'est pas T, c'est moins T. Enfin, la norme du vecteur T, c'est pas... C'est valeur absolue de T, en vrai. Voilà. C'est quoi l'intérêt d'introduire ce UX? Oh ben là, c'était pour vous montrer qu'on peut le faire proprement comme ça. Enfin, je veux dire... Mais voilà, justement, pourquoi ça c'est plus propre que de le faire dans l'autre sens? Non, c'est pas plus propre, mais c'est pas plus propre. Par contre, là, comme ça, évidemment, on ne peut pas se tromper, tandis que là, je m'étais trompé, parce qu'au moment de dire on prend la norme de T, j'ai écrit T. C'est-à-dire que j'ai oublié que T, c'était pas la norme de T. C'est peut-être la norme de T si T est positif, et sinon, c'est moins la norme de T si T est négatif. Ouais. Bien. Bah, c'est tout. Ah oui, l'énergie, décidément. Alors, j'espère que ça va être plus rapide. Bien sûr, ça va être plus rapide. C'est toujours plus rapide. J'efface. Alors, l'énergie. Même raisonnement que pour la poulie. Oui, juste encore un petit commentaire physique.
Donc ça chute moins vite. Pourquoi ça chute moins vite? Parce que en plus de faire tomber le yo-yo, il faut le mettre en mouvement. Il faut le mettre en rotation. Quand vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire tourner le yo-yo pour qu'il descende. Or, le faire tourner, ça prend justement l'énergie, au moins l'énergie de rotation. D'accord? Imaginez que vous ayez ici un yo-yo qui a un énorme moment d'inertie. Un truc, c'est pour le faire tourner, il faut mettre un énorme moment pour modifier sa vitesse angulaire. Il va tomber très très lentement, et c'est ce qu'on retrouve ici. Parce que, en fait, on va le voir tout de suite avec la conservation de l'énergie, l'énergie que vous gagnez, c'est mgz. Si vous chutez d'une hauteur z, vous gagnez mgz. Mais cette énergie, elle se retrouve où, en fait? Dans la vitesse de chute, plus la vitesse de rotation, enfin, plus l'énergie cinétique de rotation. Et ça peut coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, d'énergie. C'est pareil. L'argent et l'énergie, c'est pareil. C'est la même idée. C'est un truc qui peut prendre différentes formes, mais qui se conserve. Voici, quand même, quand vous donnez de l'argent au marchand, lui, il l'a encore. Enfin, injecter de l'énergie dans le marché. Non, c'est pas bien. Et c'est pas bien non plus de brûler les billets. Alors, c'est pas bien. Alors, on y va. Alors, l'énergie. Donc, oui, c'est la fin de la semaine. Ça. Donc, comme tout à l'heure, si on prend comme système le yo-yo plus le fil qui est entouré autour de lui, comme ça évite de se préoccuper des forces internes, à ce moment-là, il n'y a comme force que le poids qui dérive d'un potentiel, donc qui est conservatif, et la tension du fil qui ne travaille pas, puisque le point d'application de la tension a une vitesse nulle. C'était notre problème. Donc, si on considère ce système-là, eh bien, son énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire, alors, tiens, voilà Koenig qui arrive. Donc, c'est quoi l'énergie cinétique du yo-yo? Ouais. Et donc, plus mg... Alors, plus mgz ou moins mgz? C'est quoi l'énergie potentielle? Si on a orienté z vers le bas, donc si z augmente, l'énergie diminue, l'énergie potentielle. Donc c'est en fait moins mgz. Plus une constante, peu importe, je la prends égale à 0. Donc tout ça, c'est égal à une constante. Je reviens là-dessus dans une seconde. On finit juste là. Donc ce oméga 2, on a vu que c'était R z point carré, c'est ça? R2 z point carré. Non. Z point, c'est R oméga, pardon. Je suis perdu. Voilà. Donc, et ça, c'est zg point carré. Donc, on a 1/2 de grand M plus I sur R2 z point carré moins mgz équivaut constante. Et donc, si on dérive ça maintenant, la dérivée doit être nulle. Et donc, ça fait 1/2. Le 1/2 s'en va. Donc, ça fait m plus I sur R2 z point fois z2 point moins mgz point qui vaut 0. Et on retrouve, en divisant par z point,
on retrouve... Ah oui, ce petit M, c'est grand M. On retrouve ça, bien évidemment. Mais en une ligne. Enfin, deux. Alors, on a utilisé ici un théorème qu'il faut commenter un petit peu. Qu'on appelle théorème de Koenig. Juste une question à chaque fois que Ouais. en fait, j'imagine qu'on ne peut pas toujours appliquer le raisonnement sur l'énergie. Et les cas où on ne peut pas l'appliquer, c'est quand en fait on a des grandeurs qui ne se conservent pas. Alors, même s'il y a s'il y a des frottements... Oui, oui. Mais même si les forces de frottement travaillent, on peut écrire, au lieu d'écrire la conservation de l'énergie, on peut écrire la non-conservation de l'énergie. S'il y a des forces ici qui travaillent, on va avoir un delta EM. En fait, ça, c'est toujours vrai, qui vaut travail des forces non conservatives. Enfin, somme des travaux des forces non conservatives. Ça, c'est vrai, ça. Donc, si c'est 0, ça se conserve. Si c'est pas 0, mais que vous savez les calculer, alors vous pouvez quand même écrire ça. Donc, à partir du moment où on arrive à calculer tous les travaux, des forces, conservatives ou non, on est en mesure de le faire par la géométrie du problème, on peut systématiquement appliquer le raisonnement sur l'énergie. Oui, par contre... Systématiquement, ce sera plus court que de passer par... Alors, mais après, ça dépend de la question posée. Parce que si maintenant je vous pose la question, à quel moment le yo-yo va arriver en bas, disons que voilà, il y a une longueur grand L de fil à dérouler, à quel moment il arrive en bas? Alors là, le raisonnement énergétique ne va pas vous permettre de le dire. Le raisonnement énergétique va vous dire à quelle vitesse il arrive en bas, enfin à quelle vitesse du point G ou à quelle vitesse angulaire au moment où il arrive en bas, voilà. Ça. Mais par contre, à quel moment, ça ne va pas pouvoir vous le dire parce que là, il n'y a rien sur le temps là. Donc là, vous aurez besoin de l'équation horaire, c'est-à-dire de la relation fondamentale de la dynamique. Donc tout dépend de ce qu'on vous demande. Mais si on ne vous demande pas explicitement à quel moment on est à quel endroit, ou un truc du genre, enfin, qui fait intervenir pas juste la trajectoire, mais l'histoire instant après instant de la trajectoire, voilà. Bon, alors revenons là-dessus. Est-ce que vous avez des questions là? Non? C'est bon? Donc vous voyez l'origine. Pourquoi Z2 point il est plus petit que G? C'est parce que si I était égal à 0, bah, l'équation c'est ça. C'est la chute libre standard. L'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique. mgz égale 1,5 de m point carré. Mais du fait que le yo-yo pour chuter, a besoin de tourner, c'est le principe. Tourner, ça coûte de l'énergie. Vous ne pouvez pas en fait avoir de l'énergie cinétique de translation du yo-yo, de chute, sans avoir l'énergie cinétique de rotation. L'un et l'autre sont liés justement par ça. Le yo-yo ne peut pas tomber sans tourner. Et donc l'énergie récupérée du fait de la diminution de l'énergie potentielle doit se répartir en énergie de translation et en énergie de rotation. Et la part de l'énergie de rotation est d'autant plus grande que le moment d'inertie est grand. Donc si vous avez un énorme cylindre à faire tomber, bah, il va tomber très 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 lentement. C'est assez amusant à voir d'ailleurs. Ouais. Et à la limite où il tend vers l'infini, eh bien, il ne tombe pas. Parce que ça coûte tellement d'énergie à le faire tourner qu'il ne tombera pas. Enfin, il tombera infiniment lentement. C'est rigolo quand même. Bon, donc il faut que vous achetiez un yo-yo. Vous en achetez deux, un petit avec un petit moment d'inertie et un... Ben oui. Et ça leur plaira, hein, dans une leçon sur les moments, ouais, c'est pas mal, sur l'énergie cinétique de rotation. C'est l'énergie gagnée par la pesanteur
elle se répartit dans les deux. Bon, alors, pourquoi l'énergie cinétique globale du yo-yo, c'est ça? Ça, c'est quelque chose de complètement général. Ça s'appelle le théorème de Koenig. Donc, vous avez... Donc, je vais le démontrer de façon générale. Rassurez-vous, c'est une ligne, hein, mais le résultat est important. Donc, vous avez un ensemble de points matériels de masse MI situés au point MI et vous vous intéressez à l'énergie de ce système. Alors, l'énergie, bien évidemment, c'est somme des 1,5 de MIVI carré. Mais si on a un solide, VI, c'est pas n'importe quoi. Il y a un champ de vitesse dans le solide qui est contraint. Et donc VI, la vitesse du point MI, c'est Babar, c'est VG plus oméga vectoriel GMI. Toujours. Yes? Enfin, VI. Enfin, VMI. Bon, bref, c'est le même. VMI. Donc, calculons l'énergie cinétique simplement en disant que la vitesse, c'est pas n'importe quoi, c'est ça. Ben, allons-y. C'est donc somme sur I des 1,5 de MI fois ça au carré. Alors, ça au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est VG scalaire, c'est-à-dire c'est ça scalaire lui-même. Donc, ça va faire VG scalaire VG, VG au carré, plus ça au carré, plus le double produit. D'accord? Donc, alors, le double produit, ça va être 2 VG scalaire oméga vectoriel GMI, plus, j'efface ça, plus donc oméga vectoriel GMI au carré, scalaire lui-même. OK? Alors ça, voilà, c'est le même, enfin, c'est le même terme ici, donc j'ai juste 1,5 somme des MI VG carré. Donc le premier terme, c'est 1,5 de MVG carré. Plutôt sympathique. Et le deuxième terme, c'est la magie du centre de masse, en l'occurrence du centre d'inertie. Vous avez ici, donc plus deuxième terme, alors le 2 s'élimine, enfin peu importe, MI, donc vous avez somme, alors vous avez en fait VG scalaire oméga vectoriel somme sur I DMI GMI. Ok, ça c'est le deuxième terme. J'ai juste mis la somme des MI là. D'accord? Et ça, c'est égal à? C'est 0. Somme des MI GMI, c'est GG. Enfin, c'est somme des MI GG, donc c'est 0. Parce que G est le centre de masse. Donc ça, c'est 0. Et donc ce terme-là dégage. Et c'est là toute l'astuce. Et ça, c'est quoi, ça? Eh bien, ça, c'est V étoile I, en fait. C'est la vitesse du point I dans le référentiel RG. R étoile, enfin, dans le référentiel du centre de masse. Hein, puisque c'est juste, dans le référentiel du centre de masse, le corps, il est juste en rotation à la vitesse angulaire oméga autour du point G. Donc ça, c'est le champ de vitesse d'une rotation pure. Dans le référentiel G, on a une rotation pure. Ce qu'on revoit ici aussi, la vitesse d'un point, c'est la vitesse du point G plus la vitesse de rotation autour du point G. Du coup, nous, dans l'exercice, on a noté étoile, du coup. Ou pas du tout. Le moment qu'on a calculé pour déterminer la tension T. Non. Non, vous allez voir, je termine juste ça. Donc là, vous avez V étoile carré. Je reviens à votre question si ce n'est pas clair. Mais donc là, j'ai en fait plus
somme sur I des 1,5 de MI VI étoile carré. Eh bien, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'énergie cinétique du système de points dans le référentiel RG, dans le référentiel du centre de masse. D'accord? C'est la somme des énergies cinétiques, mais avec non pas la vitesse dans le référentiel de départ, mais la vitesse dans le référentiel G. Donc, en conclusion, EC, c'est égal à 1,5 de MVG carré plus EC étoile. Et ça, c'est l'énergie cinétique dans R étoile. Référentiel du centre de masse. Donc voilà, on a établi en une ligne, en fait. Hein, on a juste remplacé, on a écrit somme de 1,5 de MV2 en remplaçant V par ce que ça vaut. Il y a le premier terme qui est simplement l'énergie du centre de masse, comme s'il y avait tout le système qui était au point G avec la masse totale. Ça, c'est l'énergie du centre de masse, en quelque sorte, de ce point virtuel affecté de la masse totale du système, plus rien, magie du centre de masse, plus un terme qui n'est rien d'autre que l'énergie cinétique calculée non pas avec la vitesse des points dans le référentiel R, mais avec la vitesse des points dans le référentiel du centre de masse. Donc c'est l'énergie cinétique du corps, du système, dans le référentiel du centre de masse. Et donc cette relation est vraie tout le temps. Donc ça c'est... Alors vous le notez comme vous voulez, en allemand ou comme ça. Oui, c'est bon. En général, on met OE, mais enfin, c'est un O umlaut pour les germanistes. Ça veut dire roi. Vous savez ça, quand même. Bien. OK. Donc, l'énergie cinétique de n'importe quel système, c'est vraiment formidable parce que vous pouvez séparer le mouvement du centre de masse et le mouvement dans le référentiel du centre de masse. Donc vous traitez d'une part, et par ailleurs le mouvement du centre de masse, c'est simplement D de MVG sur DT égale somme des forces. Donc on peut découpler comme ça, quand on a un problème quelconque, on peut le découpler entre le mouvement du centre de masse, qui est généralement facile à décrire, et le mouvement au sein du référentiel barycentrique. Alors, il y a un autre théorème de Koenig qui est similaire, avec le même esprit et qui se démontre exactement de la même façon. C'est celui qui concerne le moment cinétique. Le moment cinétique total d'un système en un point O, quelconque, eh bien c'est le moment cinétique du point G en haut, c'est-à-dire M OG vectoriel VG, plus le moment cinétique du système étoile dans le référentiel du centre de masse. Donc c'est la même idée. Ici, c'est l'énergie totale du système, c'est l'énergie du centre de masse plus l'énergie dans le référentiel du centre de masse. Et là, c'est le moment cinétique du système, c'est le moment cinétique du centre de masse plus le moment cinétique du système dans le référentiel du centre de masse. Alors, vous noterez une petite chose en prime, c'est que là, je ne dis pas par rapport à quel point je le calcule. Alors, ça peut être G, donc, mais en fait, il y a une propriété du centre de masse supplémentaire qui est que dans le référentiel du centre de masse, en fait, le moment cinétique est le même en n'importe quel point. Magique. Pourquoi? Babar.
Parce que sigma B, c'est sigma A plus BA vectoriel la résultante du torseur là, des moments cinétiques. Et c'est quoi ici? C'est 0, qui compte pas. Non, là, ça ne doit pas être les forces. Attention. C'est quand on met B, quand on met M, MB égale MA plus BA vectoriel R, où R est la résultante des forces. Ça, effectivement, à un moment, c'est un vecteur d'espace fois une force. Moment cinétique, c'est un vecteur d'espace fois une quantité de mouvement. Donc ici, c'est fois P tot. Attention, hein. Ces relations de Varignon, là, ces relations Babar, il faut mettre à chaque fois ici la résultante de la chose concernée. Pour le moment, la chose concernée, c'est les forces, puisque le moment, c'est OM vectoriel F. Pour le moment cinétique, la chose concernée, c'est la quantité de mouvement. Hein. Le moment cinétique, c'est OM vectoriel MV. Dire P. Donc ici, c'est P tot. Mais quand on est dans le référentiel du centre de masse, P tot, c'est 0. Puisque P tot, c'est MVG. Le centre de masse résume toute la quantité de mouvement du système à lui seul. Donc dans le référentiel du centre de masse, VG, c'est 0 par définition. Puisqu'on est dans le référentiel où justement c'est nul. Donc du coup, vous voyez que dans le cas particulier où on est dans le référentiel du centre de masse, c'est-à-dire où P tot vaut 0, ben en fait sigma B égale sigma A, quel que soit B, quel que soit A. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mettre ici qu'on le calcule au point G, parce qu'on peut le calculer n'importe où, suivant ce qui est pratique ou pas. En général, c'est pratique au point G, mais... Voilà, donc les deux théorèmes importants qui permettent de séparer ce qui arrive au point G et ce qui se passe dans le référentiel du point G. Bon. On se fait une machine d'Atwood ? Allez, ok, une petite pause alors. Donc ça veut dire qu'on est parti pour... Allez, ça va tout le monde ? Oui. Voire 4, ou 4,5, on fait... On va dire qu'on va faire par unité d'1h30. D'accord, ça marche. Allez, pause.